Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Tire le coyote, Benoît Pinette, qu'on aime beaucoup. Et j'apprends à l'instant que c'est un ancien étudiant dans le Beaulieu, d'ailleurs. De création littéraire avec moi il y a quelques années. Hein, en même temps que Brian. On dit que le monde est petit. Nous étions jeunes et fous. Mais et d'ailleurs, on se rappelait brièvement hors des ondes le recueil de poésie. Oui. Mais oui. La maison. Il y avait la maison et Allumette dans le titre. Ouais, quelque chose. Brian va nous trouver ça. Mais on parle pas que de Tire le coyote, qui est quand même présente dans ce livre parce que la personnage Galilée Morvan-Pronovo, un nom unique dans la littérature québécoise, va à un spectacle de Tire le coyote à travers bien d'autres aventures de complices, nouveau roman tout chaud, paru, lancé avant hier, d'ailleurs, à la Librairie La Liberté, Alain Beaulieu, toujours avec Druide, fidèle éditeur. Et donc, on rencontre Galilée, jeune fille de 30 ans, de gauche, écolo, végane, qui a des convictions, mais dont la vie, et tu le décris bien, Alain, glisse quand même comme un caramel mou, là. Oui. Un peu problème de privilégié à certains égards, consciente de cet état-là, mais quand même ouverte sur des enjeux, notamment féministes, écologistes. Et on la rencontre dans un moment de... un certain flottement, job-in, un peu, travail de graphiste, travail dans un café. C'est assez emblématique d'une génération de 30 ans qui est un peu peut-être tes étudiantes. Oui, c'est ça. On disait que tu as toujours ce rapport avec la jeunesse. Avec la jeunesse, par le métier d'enseignant, c'est sûr. Hein, on est toujours en contact avec eux un peu. Puis voilà, moi, tu sais, je raconte ça souvent, puis je suis à peu près convaincu que j'ai déjà parlé de ça avec toi ici. Là, oui, parce qu'un habitué des pilotes. Oui, c'est ça. Mais ma manière d'écrire mes livres, tu sais, c'est j'écris mes livres sans plan. C'est-à-dire que je commence avec une image. Là, dans ce cas-ci, c'était la voix de ce personnage-là. Ben oui, commençons directement par ça. Un personnage féminin, ça, c'est rare. Ben oui. C'est un défi aussi. Un défi dans le sens où, à partir du moment où j'accepte que c'est ce qui se présente, ben j'y vais. C'est-à-dire que, voilà, je vais suivre ce qu'elle a à me raconter. Puis, ce qu'elle avait à me raconter, bien évidemment, c'était en lien avec sa génération, avec elle-même aussi comme personne, comme personnage. Il y a toujours un risque un peu, pour un écrivain, justement, de se mettre dans la peau d'un personnage à la fois féminin puis jeune. Donc, voilà, je sais pas. Après ça, moi... Une fois que c'est parti, c'est lancé, puis je découvre en même temps que je l'écris ce qui va y arriver dans la vie, puis ça, puis pourquoi ce moment-là de sa vie est important, puis mérite d'être raconté. Bon, c'est ça. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant de penser que tu travailles comme ça, sans plan, parce à quel point ce livre-là, c'est un livre d'intrigue. Donc, Galilée rencontre à travers... d'autres fréquentations, rencontres au café. Bon, c'est dur, on reste sur des œufs parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne veut pas dévoiler non plus, mais en gros, elle commence à se rapprocher d'un groupe plus militant, féministe, qui malgré tout, encore là, il y a une notion de privilège. Elle est décrite quand même un petit peu comme petite bourgeoise en manque d'adrénaline. Il y a un regard sur le militantisme, on y reviendra. Et tout à coup, ce qui était un plan un peu de coup d'éclat, finalement, si on peut le dévoiler, résulte, il y a un attentat commis dans une usine d'armement. Et là, Galilée se retrouve au cœur de ça. Ça pose la question de jusqu'où va le militantisme. Qu'est-ce qu'on sait vraiment des gens qu'on fréquente? Son frère est impliqué à certains égards dans tout ça. Alors, on est quand même dans un roman qui est très bien imbriqué et c'est d'autant plus étonnant de penser que tu pars un peu oui, c'est librement. ça. Mais après ça, c'est sûr que il y a le travail d'écrivain là, qui entre en jeu puis qui fait en sorte que en même temps qu'on raconte la vie de quelqu'un, ben c'est un roman, là. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit intéressant aussi à lire, qu'on se pose. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que le lecteur se pose une question ou deux, puis il espère avoir les réponses au fil de la lecture. Ça, c'est le boulot de l'écrivain. Voilà, c'est ça. Deux questions, moi, précises, donc, que j'ai envie d'aborder dans cette entrevue. La première, ce que j'ai appelé un peu la porosité de nos convictions. On peut être tenté, dans la jeunesse particulièrement, d'adhérer à des idées, des groupes. Il y a quelque chose de fascinant. En même temps, jusqu'où on y croit, t'explores ce militantisme, mais jusqu'où la violence peut être légitimée, tout ça. Puis tu disais, bon, elle pose un regard un peu cynique
sur à peu près sur tout. Sarcastique, cynique, tu sais. Puis même sur ce groupe de femmes-là, dans le fond, qui veulent brasser la cage un petit peu, hein, puis bon... Puis elle voit ça, elle regarde ça de l'extérieur. C'est sûr que le biais par lequel elle regarde ça, c'est par le biais d'un autre personnage qui est une femme, effectivement, un peu bourgeoise, ça. Laurence, qui fait que elle, Galilée, pose effectivement un regard sévère là-dessus. Mais dans ce groupe-là, il y en a une, elle, qui est là pour les vraies raisons, je dirais, là, qui a des convictions solides, puis c'est celle qui va poser l'acte dont on parle, l'attentat. Puis je pense que... Voilà, le regard qu'elle pose sur les groupes militants, à mon avis, il n'est pas tout à fait juste, dans le sens où il est sévère. Tu sais, il est sévère. Je pense que la plupart des gens qui s'impliquent pour militer, c'est parce qu'ils ont des vraies convictions, puis ça. Puis après ça, il s'agit de savoir jusqu'où on va. Exact. Puis, parfois, il y a des mouvements militants, pas qu'ils soient risibles, mais on sent que ça n'aura pas un gros impact. Disons ça comme ça. Alors qu'il y a d'autres militants qui sont prêts à aller assez loin pour faire valoir leurs idées puis pour faire valoir, dans le fond, leur point de vue sur ce qui doit être dénoncé. Voilà. Fait que c'est un peu ça qui est en jeu ici. Mais c'est vrai qu'elle, c'est pas une militante. Elle est comme en dehors de ça. Elle devient un peu plus que spectatrice parce que c'est des gens qui se retrouvent impliqués par la force des choses. C'est ça. Mais, je veux dire, tu sais, j'aurais pu raconter cette histoire-là du point de vue des militantes. Ça aurait été un autre livre. Là, ça aurait été un autre roman. Tandis que là, c'est pas périphérique dans le roman, c'est quand même important dans le roman, mais ça passe toujours par son regard à elle, qui est une jeune femme, dans le fond, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'a pas de gros problèmes dans la vie, qui a des problèmes que les jeunes connaissent de perte d'emploi, puis d'essayer de se trouver du boulot, etc., que c'est pas facile, mais... elle a une famille, est en santé, elle a l'essentiel. Et tu disais, c'est drôle parce que j'ai trouvé que le mot complice convenait aussi au tout début du roman où la narratrice nous dit, écoutez, je vais vous raconter ça comme je l'ai vécu, c'est un peu, suivez-moi. En même temps, je n'aurais pas demandé à tout le monde qu'est-ce qu'il en pense. Ma version sera comme du ruban adhésif d'un seul côté. Exact. Et c'est chacun sa vérité. C'est chacun sa vérité. C'est sûr que si on avait demandé aux autres personnages ce qu'ils pensent de cette femme-là, on aurait eu probablement un autre point de vue. Autant ses amants, ses amis, sa patronne, parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires très intéressants. Oui, parce qu'elle est dans une période où ça brasse. Oui, c'est ça. Il se passe plein de choses. Moi, je considère que c'est à peu près 2 ans de sa vie. Là, on est à peu près autour de ça. Puis ça brasse pas mal. Il se passe pas mal de choses. On explore le monde de la restauration, de l'édition, du crime organisé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le monde interlope est jamais très loin d'elle. Non, c'est ça. C'est surprenant. Comme un épisode d'Anti-Gang. Ça finit par péter quelque part, puis elle le savait pas. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est comme en dehors de tout ce qui se passe autour d'elle. Exact. Ça, c'est très intéressant. Et par contre, la cible, on parlait de militantisme, la cible, c'est l'armement. C'est une entreprise fictive qui s'appelle Dynacor, qui justifie beaucoup de ses actes par protéger les droits de l'homme. Alors, on a tout le paradoxe de cette industrie. Je ramène à l'élément d'actualité, Alain Beaulieu. On est dans une période où l'armement est rendu presque... et de retour là, dans les priorités des gouvernements, évidemment dans l'ère Trump, dans tous les conflits actuellement sur la planète. C'était un sujet qui t'interpellait, l'armement? Écoute, moi j'ai écrit ça il y a 1 an et demi, 2 ans, là, ça prend du temps avant que ça soit publié, tout ça, puis c'était pas dans l'actualité tant que ça. Je suis allé voir si on faisait des armes au Québec. Est-ce que nous, au Québec, c'est un sujet tabou, ça, au Québec, depuis tout le temps? C'est-à-dire, est-ce que nous, on est une nation qui produit des munitions, produit des armes? Puis je me suis rendu compte que oui. Pas tant que ça, mais à l'époque, là, quand j'écrivais ça, je me suis rendu compte que oui, il y avait certaines industries. Ou des matériaux, des startups qui développent des logiciels, voilà, c'est ça. Mais personne ne parlait vraiment de ça. C'était comme tabou parce qu'on se considère, nous, comme étant... On se considérait, je vais mettre ça à l'imparfait, on se considérait, nous, comme étant un peuple pacifiste qui se mêle pas trop de ça, la guerre. On a des soldats, on a une armée canadienne, puis il y a des soldats québécois dans ça, puis c'est normal qu'on ait une armée, tout ça, mais tu sais, on n'a jamais fait l'apologie de la guerre, puis de l'armement, etc. On est plutôt, tu sais, nous, on aime se voir dans l'image de protecteur de la paix. Là, puis, un peu suiveux, là, comme dans le cas de l'appel pour le canal d'Ormuz. On est là, mais on ne sera pas sur la première ligne. Non, puis on ne veut pas non plus. On n'est pas guerrier. Bon. De toute façon, on n'a pas l'équipement pour ça. On n'a pas l'équipement. On ne peut pas veiller bien tard. C'est ça. Sauf que là, ce dont je me rends compte avec ce qui se passe dernièrement,
c'est que là, on est capable de dire ouvertement, oui, nous, on va mettre l'accent là-dessus, puis on va devenir des acteurs de premier plan, puis on va construire des munitions. Tu sais, Carney, la semaine passée, il nous a annoncé 1 milliard, tu sais, comme ça, 1 milliard pour 2 nouvelles entreprises, l'industrie qui vont produire des munitions. Là. Une à Repentigny, puis une autre en Ontario. 1 milliard. Oui. Après ça, il nous a annoncé 32 milliards là, pour l'Arctique. Dans le Nord. 32 milliards. Mais il faut les occuper, ces chiens de traîneau-là. Oui, c'est ça. Et là, tu te dis, hey, écoute. C'est comme si c'est tous des projets qui étaient dans l'air, qui étaient un peu, comme tu dis si bien, on les mettait pas à l'avant-plan, on savait que ça existait. Et là, tout à coup, de les rassembler pour les packager, c'est mais pas rien que ça, c'est que le tabou est tombé. Exact. C'est-à-dire que le premier ministre, Legault, est capable de dire, nous, là, on va devenir chef de file dans l'armement. T'sais. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 5 ans qu'un premier ministre du Québec dise, nous, comme nation, là, on va mettre nos pions, on va mettre notre argent dans ça. On va devenir des producteurs d'armes. Il me semble que ça ne nous ressemble pas. Ben là, le problème, c'est que ça nous ressemble. Maintenant, ça nous ressemble. On est rendu là. Bon. Mais moi, ce qui me révolte, c'est qu'on parle de ça, des milliards. Là, on va avoir une grève des groupes communautaires qui va durer 10 jours. Là, ça s'en vient, ça commence demain. Bon. On cherche de l'argent partout. Non, pas d'argent pour ci, pas d'argent pour ça, pas d'argent pour les coopératives d'habitation, pas d'argent pour rien. Mais ça, des milliards, ça, on en a. On les trouve. On les trouve. Et on justifie ce discours dans un contexte qui est très bien montré dans le livre. Je te dirais, honnêtement, quand j'ai écrit ça, j'allais pas jusque-là dans mon discours. C'est juste que je me rends compte aujourd'hui que cette intuition-là que j'ai eue, disons, tu sais, à un moment donné, dans le livre, elle va chercher par l'IA, elle dit, dis-moi donc, c'est quoi les conflits, combien il y a eu de morts dans les conflits armés dans les 50, je me souviens plus jusqu'à où elle remonte, là, depuis la Seconde Guerre mondiale, puis on s'aperçoit que c'est effarant. Et là, j'ai lu récemment un rapport d'Amnesty International qui nous dit qu'on n'est pas capable de savoir où sont utilisées, puis où se retrouvent ces armes-là qu'on fabrique ici, là. Parce qu'il y a tellement de filières que, on vend aux États-Unis, après ça, mais sauf qu'eux autres, après ça, ils vendent en Israël, puis Israël bombarde Gaza. Voilà. Et on l'a vu avec Mélanie Joly, qui a eu beaucoup de misère lorsqu'elle disait non, c'est pas des mains d'Israël pour bombarder Gaza. Mais là, c'est ça. Alors là, ça veut dire qu'on est décomplexé là, de dire que on fabrique des armes, qu'on ne sait pas trop ce que les autres vont faire avec, puis à la limite, ça pourrait éventuellement servir à des régimes totalitaires. Puis, Alors, très belle question qui est vraiment filigrane de toute l'histoire, parce que pourquoi on évoque cet attentat, puis là, je vois le temps qui file. Il y a une autre, j'allais dire ma deuxième question, tellement c'est passionnant, on pourrait faire l'heure au complet, mais ma deuxième question, parce qu'à travers cet attentat...